résonance étrange avec l'actualité, un peu paradoxale, alors que l'on a basculé encore une fois dans l'obscurantisme intellectuel. Donc cette journée, d'abord, j'aimerais qu'elle soit dédiée à nos amis bruxellois, comme ils ont su être, je dirais, empathiques, empathique avec nous quand ça s'est passé à Paris. Bruxelles, c'est le cœur de l'Europe de toute façon, donc c'est l'Europe qui est visée, et c'est d'une certaine manière les lumières de l'Europe qui sont visées. Donc on aura, je pense, toute la journée une petite pensée dans cette direction-là, dans la direction de toutes les régions du monde où il y a des victimes de l'obscurantisme. Alors je vais commencer par les remerciements. Je dois d'abord dire que cette journée a eu lieu grâce au centre scolaire Notre-Dame qui m'a totalement suivi sur cette action, donc qui m'a encouragé dès que je l'ai proposé. Je crois que M. Célé n'est pas là, mais il y a M. Bagneux que je voudrais quand même remercier, qui est le directeur du lycée. Merci. Pour les remerciements, je vais aussi dire un petit mot quand même pour tous ceux qui nous ont aidés en termes de subventions, et notamment le conseil départemental, M. Balleré, qui est ici présent, je vous remercie particulièrement. Le conseil départemental, le conseil régional de Bourgogne. Je remercie le conservatoire municipal de la ville de Nevers, qui nous accueille gentiment, M. Barrand. La ville de Nevers mettant la salle à disposition. Je remercie l'espace Bernadette. C'est toujours un plaisir de venir à l'espace Bernadette, dans ce lieu saint, en ce jour, en ce vendredi saint, je crois. Ah oui. J'ai une précision, la date, j'ai pas fait exprès. Non. Sérieusement. Parce que la date, elle a été prise il y a très très longtemps, et je l'ai calée là pour des raisons strictement administratives, enfin des choses qui avaient à voir avec toutes les contraintes du lycée, si vous voulez. Et vraiment, je n'ai pas pensé que ce serait vendredi saint, ce jour-là, le jour où j'ai calé la date, et où j'ai invité toutes les prestigieuses personnes que vous allez rencontrer. Le principe de la journée, c'est de montrer les divers aspects de la créativité dans les domaines de la pensée, des arts et des sciences. Et à partir de la diversité culturelle, parce que vous allez voir que nos intervenants ont des parcours très singuliers, ce sont des parcours très originaux. Et je trouve que cette diversité vivante, tant en termes de savoir et de créativité qu'en termes d'origine culturelle, c'est l'avenir de l'Europe. C'est ça l'avenir de l'Europe. Et on est dans une période, on y reviendra ce soir à la table ronde pour ceux qui seront encore là, qui auront le courage de tenir jusque-là. On y reviendra vers le minuit. Alors, je ne sais pas, on sera fatigué. Mais on discutera sûrement autour de ces questions. Mais l'Europe est indigente. L'Europe souffre d'abord de l'hyperterrorisme et puis de la misère, et puis des réfugiés, et puis elle est indigente par rapport à toutes ces questions-là, finalement. Enfin, relativement indigente, sans être trop dure. Peut-être aussi parce qu'elle a oublié ses racines. Et ça s'appelle des lumières pour l'Europe au départ, c'est parce que je pense qu'il faut réactiver ce qui était la source de l'Europe, de l'idée d'Europe, à savoir peut-être l'humanisme encore davantage que les Lumières, l'humanisme du XVIe siècle, et puis les Lumières, bien sûr, du XVIIIe. L'humanisme peut-être plus encore, parce que l'idée d'homme me semble très important. Les Lumières, c'était plus rationaliste comme période. Enfin, le rationalisme, monsieur est pareil. Donc on ne veut surtout pas s'en tenir au constat de l'indigence européenne, mais au contraire, montrer qu'une pensée peut être féconde, que des horizons de pensée différents peuvent féconder l'Europe. Donc j'espère que ces échanges, vous les suivrez dans cette perspective-là. J'ai demandé à tous les intervenants de faire en quelque sorte une autobiographie intellectuelle. C'est un peu pédant comme terme, mais
autobiographie intellectuelle, ça veut dire par quel cheminement leur vie et leur réflexion, leur formation, les ont-ils amenés aux problèmes qu'ils se sont posés, à la manière de les creuser, ces problèmes, de les poser, de les creuser, de les résoudre éventuellement. Je ne sais pas si on résout beaucoup de problèmes, on trouve quand même certaines choses. C'est donc un peu d'épistémologie, pour employer un mot savant, mais c'est aussi une démarche où l'individu se met au cœur de son travail. Et j'espère que ça a intéressé nos participants de travailler dans ce sens-là. Et je trouve que pour les élèves notamment, ça vous met au cœur de ce que c'est que la démarche créatrice à tous les niveaux. Et vous verrez que vos préjugés, vous savez, il y a alors moi je suis scientifique, moi je suis littéraire, moi je suis ceci, moi je suis cela. Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus nuancé que cela. Et notre premier invité d'ailleurs va certainement vous permettre de le concevoir. L'état d'esprit, enfin, je voulais que les publics se rencontrent. Et je suis content de voir un mélange de gens qui sont dans la vie, de gens qui sont venus par intérêt, et d'élèves. Et ça sera comme ça toute la journée, j'espère. Je crois que je vais laisser la parole à M. Edary et le présenter d'abord. C'est une éminente personnalité. Je suis... Oui, il faut être sérieux. Déjà, la tête dans les étoiles comme ça, c'est très impressionnant. Monsieur Edary est un astronome émérite, astrophysicien. Il est localisé sur l'Observatoire de Paris. Et il s'est spécialisé dans la question des étoiles massives. Alors vous aurez sûrement l'occasion d'en entendre un petit peu parler, mais pas exclusivement ça. Je vois qu'il a des relations avec la NASA, des trucs comme ça, le CNRS. C'est extrêmement impressionnant de voir son curriculum vitae. En plus, c'est un homme que je trouve très humble, très chaleureux, et que j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer. Et d'ailleurs, le titre de sa conférence, Ce que je dois à la science, je trouve le titre très, très humble aussi. J'espère qu'il se donnera l'occasion de me dire un tout petit peu ce que la science lui doit également. Je voulais dire qu'il y avait... on n'a pas d'ouvrage de M. Edary, parce que les scientifiques, vous savez, font surtout des articles. Et puis il a fait beaucoup d'articles en anglais. Mais nous avons une feuille qui a dû être distribuée, je ne sais pas si vous avez tous eu, mais on doit pouvoir la trouver à l'entrée, où vous aurez un récapitulatif d'articles que vous pourrez lire à l'occasion si vous êtes curieux d'en connaître un petit peu plus sur M. Edary. Que je remercie encore une fois chaleureusement d'être ici et que je vais laisser parler. Je vous remercie, M. Ullmann. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée qui s'annonce très riche, en particulier M. Yves Ullmann, pour leur invitation et leur accueil très chaleureux. Ce que je dois à la science. J'aurais pu intituler mon exposé « Ce que je dois à la raison » ou à l'objectivité ou à l'humanisme. L'humanisme dans son sens philosophique, à savoir la conception selon laquelle l'homme doit se construire indépendamment de toute référence ou de tout modèle religieux. J'ai préféré retenir le mot « science » pour faire office de titre, et il conviendrait donc de définir d'abord la science, très brièvement. Par science, j'entends toute connaissance rationnelle élaborée à partir de l'observation, du raisonnement ou de l'expérience. Les sciences se divisent en deux branches principales, les sciences naturelles et les sciences humaines. La science se distingue de la connaissance. Une connaissance peut être qualifiée de scientifique à condition qu'elle obéisse à un certain nombre de critères. Tout ce qui n'est pas vérifiable par la méthode objective et empirique est exclu du domaine de la science. Selon un principe
fondamentale de la scientificité, tous les énoncés ou théories sont a priori réfutables. Ainsi, la science se distingue de la croyance, en ce sens que la croyance a la particularité de ne pas être testée par l'individu qui y adhère, car elle est d'emblée considérée comme vraie et en adéquation avec la réalité ultime. La science, par contre, est bâtie sur l'expérience et le respect de la méthode scientifique. Elle constitue une unité grâce à une liaison et à une confrontation permanente de ces éléments. La science se met toujours en doute. C'est un chantier permanent. Notre connaissance n'est jamais complète. Elle progresse grâce à l'objectivité de nos démarches pour comprendre. Un scientifique ne croit pas. Il vérifie et cherche toujours à trouver les insuffisances ou les failles de la théorie ou de la méthode qu'il utilise. Vous le savez peut-être, mais la science et la croyance n'ont pas toujours fait bon ménage au cours de l'histoire. J'y reviendrai. La science s'oppose également à la non-science, par exemple le créationnisme, et à la pseudoscience, par exemple l'astrologie, qui se prétendent scientifiques, mais qui ne le sont pas. Comme M. Humann a rappelé, il m'a demandé de faire un exposé avec des éléments autobiographiques concernant ma formation, mes expériences et mon parcours. Un exposé visant plutôt un public jeune. C'est un exercice que je trouve périlleux, car je risque de trop vous parler de moi-même. Je vous demande par avance de bien vouloir m'en excuser. Pour rendre le propos moins indigeste, je vais diviser mon exposé en 5 actes. Premier acte, une enfance heureuse dans une ville de province. Je suis né en 1947 à Maloya, une ville située à environ 350 km à l'ouest de Téhéran, à plus de 1700 mètres d'altitude, d'ailleurs comme la plupart des villes iraniennes qui se trouvent en hauteur. Mon arrière-grand-père maternel, qui s'appelait Khodada, un nom qui signifie Dieu donné, de Khoda, Dieu, et d'Or de donné, était un des notables de la ville. Il avait une grande maison dans laquelle vivaient tous ensemble ses enfants et ses petits-enfants avec leurs maris et femmes, y compris mes parents. Khodada était un musulman tolérant. Il allait de temps en temps à la mosquée, plutôt comme un geste social, surtout pour les grandes occasions, lorsque sa présence était nécessaire. Il m'emmenait quelquefois avec lui. Je n'avais alors que 4 ou 5 ans. Il avait accueilli avec enthousiasme les réformes du roi Reza Shah dans les années 1930, qui avait écarté le clergé de l'éducation en remplaçant les écoles coraniques par l'école laïque de type européen, et avait interdit le port du voile par les écolières. Il récitait par cœur des centaines de vers de divers poètes persans, malgré ses plus de 80 ans. Mais c'était une catastrophe s'il oubliait un vers, car il réveillait tout le monde la nuit pour qu'on l'aide à retrouver la mémoire. Il avait 2 fils et 2 filles. Le fils cadet, Hassan, était mon grand-père maternel. Il était cultivé, à part la littérature classique persane, il connaissait l'arabe et un peu le français. Après la mort de sa femme, que je n'ai pas connue, mon grand-père occupait une chambre dans la grande maison. À l'époque, j'étais son seul petit-fils. Il m'aimait et m'apprenait beaucoup. Il était philatéliste et communiquait avec la radio BBC à Londres, section persane, qui avait une émission consacrée au timbre et mettait les amateurs en relation entre eux.
Il collait son oreille au seul poste de radio de la maison, dans sa chambre, le son étant à peine audible à cause des parasites acoustiques. De temps en temps, la radio disait « Monsieur Hassan Edari de Maloyer nous informe qu'il possède ce timbre rare de telle série. » Il sautait de joie et me disait « Mohamed, as-tu entendu? Ils ont parlé de moi à la radio. » Je me souviens une fois, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui fait que la radio parle ?» Il m'a répondu assez crûment « Ce sont des ondes dans l'air, sans aucune autre explication. » Cette réponse m'a énormément marqué, comme si toutes les vérités et tous les secrets du monde s'ouvraient devant moi, malgré le fait que je ne savais même pas ce que les ondes voulaient dire. Je pense que cette réponse a, comme une étincelle, allumé ma curiosité pour les sciences. Bien sûr, je n'ai pas manqué de traumatiser mes camarades avec cette connaissance que j'avais acquise. Je leur demandais s'ils savaient comment la radio marche. Ils n'en avaient aucune idée. Et je sortais très fièrement ma réponse magique. Ce sont des ondes dans l'air. Les pauvres restaient bouche bée. Mon grand-père avait un grand livre qu'il lisait de temps en temps. Sur la couverture, il y avait une image montrant un personnage en train de combattre un dragon. Il était vêtu d'une sorte d'armure en peau de panthère et portait un étrange casque bicorne. Je lui ai demandé qui c'était. Il a répondu, c'est Rostam. Ce n'était pas la première fois que j'entendais ce nom. Rostam est le héros légendaire protecteur de l'Iran. Et le livre était le Shahnameh, le livre des rois de Ferdowsi, le plus grand poète persan. Au XIe siècle de l'ère chrétienne, Ferdowsi a versifié l'histoire pré-islamique et les épopées iraniennes, environ 60 000 vers, afin de sauvegarder la langue et la culture iranienne contre l'arabisation. Pour ceux qui ne le savent pas, le persan est une langue indo-européenne, comme le grec, le latin, le français, l'anglais, etc., dont les formes anciennes et écrites remontent à plusieurs siècles avant Jésus-Christ, et même à 15 siècles avant Jésus-Christ pour la forme la plus ancienne de l'Avestie, la langue de Zoroastre ou Zarathustra, dont je parlerai dans un instant. Le persan moderne actuellement parlé est plus vieux que le vieux français. Pour revenir au livre des rois, mon grand-père m'a demandé si je voulais lire le livre. Je lui ai répondu, je ne vais pas encore à l'école. Il m'a dit qu'il allait m'apprendre et nous avons commencé immédiatement. Il lisait les poèmes et les expliquait, je les apprenais par cœur. Ainsi, avant d'aller à l'école primaire, à 6 ans, je pouvais réciter des dizaines de vers de Ferdowsi et raconter les gens qui allaient avec. J'ai fait les 2 premières années de l'école primaire dans ma ville natale. Mon père a alors décidé de déménager et s'installer à Téhéran. Il jugeait que le niveau de l'éducation à Maloyer n'était pas suffisamment élevé pour que les enfants puissent plus tard trouver un bon métier. Nous sommes donc définitivement partis nous installer dans une petite maison à Téhéran. Deuxième acte, un lycéen passionné par ses lectures. Pendant mes années de lycée à Téhéran, entre 12 et 18 ans, j'ai beaucoup lu la poésie persane, mais également la littérature classique européenne, traduite en persan. J'adorais les livres d'histoire. Ils m'ont fourni une sorte de recul par rapport à notre époque contemporaine. J'ai appris que l'Iran pré-islamique était une grande civilisation avec une riche culture. La religion des Iraniens était le zoroastrisme, une des premières religions monothéistes fondées par Zoroastre ou Zarathustra, qui vivait aux alentours de 1500 ans avant Jésus-Christ. Son dieu s'appelait Ahura Mazda, qui veut dire le Seigneur sage. Cette religion mettait surtout l'accent sur l'intelligence et la sagesse de l'homme. L'homme est libre de choisir entre le bien et le mal, mais il peut aider Dieu à améliorer le monde.
L'homme est l'allié de Dieu et non son serviteur. C'est un monothéisme intelligent, car le mal n'est pas créé par Ahura Mazda, mais par l'esprit du mal, l'esprit destructeur, Angra Mainyu, qui s'oppose à l'esprit du bien, Spanta Mando. Le zoroastrisme a influencé le judaïsme et, à travers celui-ci, le christianisme. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Empire perse était le plus vaste jamais créé dans l'histoire, s'étendant sur l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Son fondateur, Cyrus le Grand, avait une vision sans précédent pour un conquérant. Il donnait la liberté religieuse à tous les peuples de l'Empire, comme en témoigne un décret sous forme de cylindre conservé actuellement au British Museum. Cyrus a mis fin à 60 ans de captivité ou exil du peuple juif en libérant Jérusalem de joug babylonien, en leur rendant la liberté du culte et en faisant reconstruire leur temple. Il a donc une grande place dans l'Ancien Testament, livres de Daniel, Isaïe et Esdras. L'Empire perse a duré pendant 1200 ans, malgré un petit hiatus dû à la conquête d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ. Je ressentais une sorte de plaisir lorsque je lisais sur la civilisation perse, sa culture et son art. J'étais fier d'être l'héritier de toute cette culture. Ma fierté contrastait énormément avec les sentiments de certains de mes camarades issus de familles fondamentalistes religieuses. Pour eux, ce passé historique n'existait pas ou n'avait aucune valeur. Pour eux, tout commençait avec l'islam. Or, l'islamisation de l'Iran est résulté d'une défaite militaire de la dynastie des Sassanides devant les envahisseurs musulmans au 7e siècle, suivi de 2 siècles de guerre. Les raisons de la défaite étaient multiples, notamment les conflits internes des princes et des généraux, ainsi que le mécontentement de la population suite à des guerres interminables avec l'Empire romain oriental ou byzantin. La conversion n'a donc pas été pacifique et il y a eu beaucoup d'atrocités commises, à en croire les historiens de l'époque. Même les villes qui s'étaient rendues sans combat se sont insurgées ensuite contre les envahisseurs à cause de ce que la population subissait de leur part. Souvent, une ville a été conquise plusieurs fois. À chaque fois, elle s'insurgeait de nouveau. Par exemple, la grande ville de Nishapour a été soumise 7 fois. Des femmes et des filles iraniennes prises comme esclaves ont été vendues dans les foires à Médina et les autres villes. Des palais et des lieux de culte zoroastriens ont été détruits. Des bibliothèques entières ont été brûlées. Pour justifier ces incendies, l'argument était simple, voire simpliste. Soit ces livres sont conformes avec l'islam, et dans ce cas, on n'en a pas besoin. Soit ils y sont contraires, et il faut donc impérativement les détruire. Après cette défaite, l'Iran n'a plus retrouvé sa grandeur d'antan, malgré son rayonnement dans le monde islamique. Il a toutefois conservé une grande partie de sa spécificité culturelle, surtout grâce à la résistance et à la richesse de sa culture. La langue des Iraniens n'est pas devenue l'arabe, contrairement aux autres pays conquis par l'islam. Un exemple éclatant est l'Égypte, qui était une des civilisations les plus importantes et les plus vieilles de l'humanité. Non seulement les Égyptiens ont perdu leur propre langue, mais ils ont également perdu leur riche culture pré-islamique. En comparaison, les Iraniens ont gardé un grand nombre de leurs fêtes et traditions millénaires. Par exemple, leur fête la plus importante, Nowruz, la fête du Nouvel An, qu'ils célèbrent à l'équinoxe de printemps au début de leur année solaire, une fête qui n'est pas religieuse. Nous l'avons fêtée la semaine dernière. Ceci étant, des fondamentalistes ont, au cours de l'histoire, essayé à maintes reprises de supprimer cette fête, mais ils n'ont pas réussi. Le combat continue. Vous vous en doutez,
Dans ma jeunesse, je me suis également intéressé à l'astronomie. Les étoiles m'ont fasciné depuis que j'étais un petit garçon à Malaga. En été, on dormait sur la terrasse de la maison. À 1700 mètres d'altitude, le ciel noir rempli d'étoiles me faisait rêver. Pendant mes années de lycée, il y avait très peu de livres de vulgarisation en persan. Il n'y avait non plus d'association de l'astronomie amateur. Je trouvais des livres en anglais que je dévorais. Quand j'étais quelques années plus tard étudiant à l'université de Téhéran, j'ai décidé de traduire les livres que je lisais. J'en ai publié une quinzaine dans les années précédant mon départ pour la France. J'ai obtenu mon bac en spécialité mathématiques à l'âge de 18 ans et j'ai participé au concours général pour entrer à l'université de Téhéran. Je visais soit la physique à la faculté des sciences, soit la littérature anglaise à la faculté de littérature. J'ai été admissible dans les deux cas. J'ai choisi la physique. Troisième acte, les années fac. Le climat de l'université était lourd à cause de l'ombre de la SAVAK, la police politique du régime du Shah. Shah, C-H-A-H, veut dire roi en persan. Les étudiants étaient très surveillés. Toute activité syndicale était interdite. La plupart des étudiants étaient opposants au régime du Shah. Ceux qui parlaient de la démocratie, dont je faisais partie, en fait, n'en avaient pas une idée claire. Ils confondaient la chute du régime impérial avec l'avènement automatique de la démocratie. Or, nous savons aujourd'hui que dans une société sans expérience profonde de la démocratie, une dictature pourrait être remplacée par une autre dictature encore plus atroce. Beaucoup des opposants étaient de gauche et téléguidés par le Parti communiste et tous des déclarés hors la loi par le régime. Il faut se rappeler que c'était l'époque de la guerre froide entre le camp socialiste et les démocraties occidentales, et que l'Iran, limitrophe de l'Union soviétique, avait à plusieurs reprises subi les tentatives de séparation de ces provinces provoquées par Staline. Les communistes iraniens étaient naturellement du côté de leurs camarades soviétiques. À cette époque, au sein des universités, le poids des religieux n'était pas si important. N'était pas aussi important que celui des étudiants de gauche. Et plus globalement, le régime du Shah considérait la gauche comme le danger principal. D'autant plus que dans le passé, le clergé chiite avait soutenu la monarchie dans les moments difficiles. Le Shah, qui lui-même était très croyant et superstitieux, a cru trouver une idée géniale, renforcer les religieux pour contrebalancer les opposants de gauche. Ainsi, à partir d'environ 1970, il y a eu la construction de centaines de mosquées et de centres culturels islamiques dans le pays, notamment à Téhéran. Même à l'intérieur de l'université de Téhéran, ils ont construit une mosquée, ce qui a engendré la protestation des étudiants dont je faisais partie, qui considéraient que l'université devait rester laïque. Ce recours politicien à la religion faisait partie d'un plan plus global inventé par les super cerveaux de la CIA, qui avaient découvert que l'islam pouvait leur servir dans la lutte contre le communisme. La naïveté de ces gens est sans doute à la hauteur de la catastrophe qu'ils ont engendrée partout où ils ont appliqué cette politique, notamment en Afghanistan. Je ne vous étonnerai peut-être pas si je vous dis que certains des opposants de gauche soutenaient même complètement les religieux et en imaginant qu'ils pourraient les utiliser comme un moyen pour arriver eux-mêmes au pouvoir. Or, les fondamentalistes avaient eux-mêmes comme projet politique et social l'application de la charia, qui veut beaucoup dire, entre autres la domination du religieux, à savoir le clergé, sur la société, l'inégalité des sexes, le statut de la femme, etc., etc. Une partie importante de la gauche iranienne a adopté une vision à si court terme
qu'elle n'en a eu aucune gêne de s'allier aux fondamentalistes. Après la révolution de 1979, le Parti communiste tudais a entrepris une collaboration très étroite avec le pouvoir fondamentaliste. Il a soutenu les exécutions arbitraires des opposants au régime islamique et il en a même dénoncé parmi les opposants marxistes. Mes années d'études à l'université de Téhéran, de 1968 à 1972, m'ont appris à comprendre un certain nombre de phénomènes physiques et à manier des équations mathématiques. Mais plus important encore, elles m'ont appris une démarche logique, une méthodologie objective dans l'analyse, quelle que soit la question ou le sujet. Cette manière de voir les choses m'a conduit à me méfier du discours religieux. Quatrième acte, ma rencontre avec les Lumières. On est dans le sujet. Cette méfiance avait même commencé bien avant. Je me souviens que j'étais très jeune quand j'ai constaté pour la première fois une disparité de traitement réservé au vin entre l'islam et le christianisme. Je ne comprenais pas pourquoi le vin avait une place si honorable dans le christianisme au point qu'on l'utilise dans le rite sacré de la messe, alors qu'il est banni dans la religion musulmane, en sachant qu'a priori, les deux religions sont de la même souche et invoquent le même Dieu. Cette histoire de vin n'a pas été la seule source de ma méfiance. L'histoire du déluge m'a également beaucoup amusé. Vous connaissez l'histoire. D'après les Saintes Écritures, le déluge a complètement ravagé la terre et a anéanti la vie partout. Les animaux ont été préservés seulement grâce à Noé, qui a été chargé de faire monter un couple de chaque espèce dans son bateau. Je me demandais comment il avait fait avec les dinosaures, ces animaux gigantesques, d'autant plus qu'il y avait des quantités d'espèces différentes. Un seul couple de représentants des dinosaures, un couple de chaque espèce, la question mérite d'être posée. Ce problème de dinosaures connaissait par ailleurs d'autres rebondissements dans l'esprit du jeune homme que j'étais. En effet, si mes calculs étaient exacts, et si l'on se fiait aux marqueurs temporels contenus dans la Bible, ces fameux dinosaures devaient avoir un âge ridicule de moins de 6000 ans. Je vous explique. Au XVIIe siècle, l'archevêque d'Irlande, James Ussher, a utilisé la Bible pour calculer l'âge de la Terre. Il a additionné les durées de vie des patriarches bibliques données dans Genèse. Il a ainsi déterminé que la création, cela veut dire la création de tout, la terre, l'homme, les étoiles, etc., avait lieu 4004 ans avant Jésus-Christ. Il a même donné la date précise de la création, le samedi 23 octobre, veille de dimanche. Aujourd'hui, nous savons que l'âge de la Terre est de 4,540 milliards d'années et que le déluge a été une fable des Sumériens qui remonte à environ 2000 ans avant Jésus-Christ, dont le récit en écriture cunéiforme a été découvert au XIXe siècle. Nous savons aujourd'hui que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années à cause de la collision entre un astéroïde, une grosse météorite d'une taille d'au moins 10 km, et la Terre. Je ne pouvais donc pas accorder un grand crédit à la lecture des textes saints. Il faut savoir que nos connaissances actuelles concernant la Terre, les étoiles, l'univers ou encore l'origine de l'homme ont toujours heurté les préjugés religieux et été combattues farouchement par les obscurantistes. Les libres penseurs ont toujours été persécutés. Par exemple, Giordano Bruno a été condamné et brûlé vif en 1600 à Rome, car il affirmait que chaque étoile est un soleil et qu'il y a environ un nombre infini de mondes autour des étoiles. Il avait raison. De même, Galilée a été condamné car il avait dit que la Terre tournait autour du soleil. Je pourrais vous donner encore d'autres exemples, y compris dans le monde islamique, mais le temps ne me le permet pas. Mes lectures
m'ont conduit à m'intéresser à la Renaissance européenne, une période comprise entre le XVe et le XVIIe siècle, qui est sans égal dans toute l'histoire de l'humanité du point de vue de la richesse et du progrès, une époque pleine de bouleversements culturels et sociaux. Beaucoup de penseurs ont contribué à voir le monde et la société d'une nouvelle façon, notamment Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, John Locke et Thomas Hobbes, pour ne pas citer que. L'homme européen met toute sa croyance en doute et abandonne la méthode scolastique qui cherche des réponses dans les affirmations des autorités, que ce soit un philosophe ou les livres sacrés des religions. Les penseurs n'étaient pas tous toujours d'accord entre eux, mais beaucoup de choses les unissaient, notamment le questionnement rationnel, la démystification et la conviction en progrès par dialogue. Durant cette période, deux événements majeurs ont semé le doute dans les certitudes anciennes et ont changé le regard des penseurs européens sur le monde. Premièrement, la découverte de l'Amérique en 1492. Ce continent n'était pas mentionné dans le livre de géographie de l'astronome Ptolémée, qui était considéré comme la Bible scientifique sur les lieux habités de la Terre. De même, Ptolémée soutenait que la Terre se trouvait au centre de l'univers et cette idée avait pris un élan écrasant dans le monde. Le deuxième événement était la publication de l'œuvre de Copernic en 1543 qui rejetait le géocentrisme et toute l'astronomie de Ptolémée qui allait avec. Ces deux faits, parmi d'autres, ont poussé les philosophes européens à repenser le monde et la société humaine. On ne rencontre dans aucune autre civilisation ou culture une période aussi riche pour l'humanité tout entière. Jusque-là, tout agencement des rapports sociaux s'articulait autour de Dieu. Désormais, c'est l'homme qui se trouve au centre de tout. C'était également une occasion pour les chrétiens éclairés d'innover et de revoir leurs croyances. La Renaissance a ouvert la voie pour le siècle des Lumières, un mouvement culturel, philosophique, littéraire, scientifique et intellectuel qui émerge dans la seconde moitié du XVIIe siècle et se développe dans toute l'Europe, notamment en France au XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières a brillé par les œuvres des penseurs comme Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Buffon, Kant et beaucoup d'autres. La Révolution française, malgré ses aspects terrifiants, est peut-être le bouleversement social le plus riche et le plus avant-gardiste jamais survenu dans l'histoire de l'humanité. Elle a aboli les privilèges et a désigné tout homme sans notion d'hierarchie par le mot citoyen. Elle a pour la première fois défini les droits de l'homme et du citoyen, a écarté la religion de la gestion de l'État et a encouragé la pensée rationaliste et le développement des sciences. J'admirais la Révolution française pour ses apports conceptuels, scientifiques et matériels dans l'histoire de l'homme. J'ai été en particulier fasciné par l'histoire des poids et des mesures, notamment celle du mètre, l'unité de longueur. Avant la Révolution en France, il y avait plus de 2000 unités de poids et de longueur. Non seulement les mesures variaient d'une ville à l'autre, mais elles n'étaient pas identiques, même dans les différents quartiers d'une même ville. Cette disparité facilitait la tricherie et rendait la justice difficile, voire impossible, ainsi que la levée des impôts. L'un des premiers décrets adoptés par l'Assemblée constituante a été l'uniformisation des poids et des mesures. L'Académie des sciences a été chargée de régler cette difficulté. Le comité, composé de Borda, Legendre, Monge, Laplace et Condorcet, qui comptait parmi les plus grands penseurs sur Terre, a transformé le simple problème du choix des mesures en un problème de l'humanité.
les académiciens ont décidé que l'unité de longueur doit appartenir non pas à une nation, mais à toute l'humanité. Pour que cette unité soit universelle, il fallait qu'elle soit liée à la taille de la Terre. Il faut donc mesurer la taille de la Terre et choisir un 10 millionième de la distance entre le pôle Nord et l'équateur. Il pensait pouvoir mesurer une partie de la longueur du méridien entre Dunkerque et Barcelone en 7 mois, mais il aura fallu 7 ans. En effet, le pays était en guerre et les astronomes avaient beaucoup de difficultés pour se déplacer et ont failli plusieurs fois y perdre la vie. 5e acte, 12 France. En 3e année de mes études de physique à l'université de Téhéran, j'ai décidé d'apprendre le français. Depuis que j'avais commencé mes études à l'université, j'envisageais de partir à l'étranger, après l'obtention de ma maîtrise, afin d'obtenir un doctorat en physique. J'ai longtemps hésité entre la physique quantique et l'astrophysique. Initialement, je visais les pays anglophones, notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis, car l'anglais était la seule langue étrangère que je connaissais. L'étude du français au Centre culturel français de Téhéran m'ouvrait un nouvel horizon, d'autant plus que j'étais tombé amoureux de la culture française et je voulais la connaître directement, sans passer par l'intermédiaire d'une autre langue. Vous ne le savez pas encore, je m'étais entre-temps intéressé aux problèmes linguistiques de la création des concepts en sciences. Et j'avais constaté que la terminologie scientifique moderne a été notamment fondée par les Français après la Révolution. C'est un sujet sur lequel je suis encore en train de travailler depuis une trentaine d'années. J'ai obtenu ma maîtrise de physique en 1970 et ai commencé l'année suivante mon service militaire obligatoire de 2 ans. Après 9 mois de formation à Téhéran et à Ispahan, j'ai obtenu le grade de lieutenant spécialiste de la cartographie pour la division d'artillerie. Grâce à un bon classement aux examens finaux à la faculté d'artillerie de l'armée, j'ai pu choisir Téhéran comme lieu d'affectation. Je travaillais tous les jours de 6h30 à 12h30 dans une caserne au nord de Téhéran, sauf quand on partait pour la manœuvre militaire. Et j'avais l'après-midi libre. J'en profitais pour travailler dans une maison d'édition comme responsable de la traduction des livres physiques et d'astronomie de l'anglais, ce qui me permettait de gagner ma vie et même mettre de l'argent à côté pour mon projet européen. De même, je fréquentais 2 ou 3 fois par semaine l'Institut français de Téhéran. Après avoir hésité avec un départ pour l'université de Cambridge, je suis venu en France en 1975 où j'avais obtenu sur concours une bourse du gouvernement français. J'ai passé mon doctorat de 3e cycle en 1979 grâce à un travail de recherche sur les régions de gaz ionisés très chauds autour des étoiles massives nouveau-nées. Si vous voulez, je vous explique un peu des étoiles massives. Oui, s'il vous plaît. Les étoiles massives. Une étoile est une concentration de gaz très chaud. Cette concentration doit être tellement massive qu'au centre de cet objet, de ce nuage de gaz, la pression et la température montent à des élevés de millions de degrés, de sorte que l'hydrogène qui constitue ce gaz se transforme en hélium. Une étoile, donc, c'est une concentration de gaz au sein duquel l'hydrogène se transforme en hélium. Transformation d'hydrogène en hélium, c'est-à-dire la bombe d'hydrogène. C'est-à-dire c'est la bombe d'hydrogène. Et au centre du Soleil, à chaque seconde, il y a des milliards de bombes d'hydrogène qui explosent. Ceci constitue l'énergie de l'étoile. Et le Soleil, c'est une étoile, disons, ordinaire. Rien n'est ordinaire, mais disons c'est une étoile ordinaire. Mais il y a des étoiles qui sont beaucoup plus massives que le Soleil, à partir de 10 fois plus massives que le Soleil, les caractéristiques des étoiles changent. On ne comprend pas ce qui se passe très bien.
surtout au moment de leur formation, naissance, on dit des étoiles nouveau-nées, la luminosité est tellement énorme, tellement élevée, l'énergie ultraviolette est tellement forte que tout l'hydrogène autour des étoiles devient ionisé. Il n'y a plus de molécules, c'est ionisé et constitue une région qui s'appelle région de gaz ionisé ou région H2. Pendant ma thèse de troisième cycle, j'étais particulièrement concentré sur les caractéristiques différentes de ces régions de gaz ionisé autour de ces étoiles. Donc c'était ça. Et après, pour ma thèse de doctorat, j'ai continué sur la formation des étoiles massives. On ne sait toujours pas comment ces étoiles se forment. Ce sont des étoiles très rares par rapport aux étoiles de type solaire. Et donc, c'est mon sujet. J'y reviendrai encore un peu plus tard. Au cours de mes travaux de thèse, j'ai eu la chance de parvenir à plusieurs résultats que je considère comme assez intéressants. Mon diplôme en poche, je suis retourné en Iran au cours de l'été 1979, quelques mois après la révolution islamique. Je ne suis resté qu'un mois. Je voulais demander conseil à mes anciens professeurs d'université sur l'éventualité de mon retour dans une université en Iran. Mais suite à la révolution islamique, beaucoup d'entre eux s'étaient volatilisés dans la nature. Ce que les religieux, désormais au pouvoir, appelaient la révolution culturelle des universités allait durer au moins 2 ans. Il s'agissait en réalité d'une opération d'islamisation et d'épuration qui a conduit à la fermeture des universités. Tous les universitaires que j'ai pu rencontrer m'ont dit que l'avenir leur paraissait bien sombre en Iran et que je faisais mieux de rester en Europe. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La guerre Iran-Irak s'était déclenchée. Elle a duré 8 ans et a coûté 1 million de vies humaines. Alors, je suis rentré en France où j'ai commencé ma thèse d'État que je soutenais en 1983. Je travaillais sur des sujets qui intéressaient la communauté scientifique mondiale et tout se passait plutôt bien pour moi. J'ai en particulier découvert une catégorie inconnue des religions de formation d'étoiles massives dans 2 galaxies voisines de notre. Ma situation aurait été beaucoup moins enviable en Iran et j'ai toujours su que je ne retournerai pas vivre dans mon pays aussi longtemps qu'il serait dirigé par des théocrates. Même si c'était un choix douloureux par certains aspects, j'ai décidé de faire ma vie en France. J'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, qui est également d'origine iranienne. L'ensemble, nous avons eu une première fille en 1983 et j'ai obtenu mon poste d'astronome à l'Observatoire de Paris. J'ai sollicité et obtenu la nationalité française. Quelques temps plus tard, j'ai passé un concours qui m'a permis de partir m'installer avec ma famille au Chili, en Amérique du Sud. C'est là que se trouve l'Observatoire européen austral, ESO, où j'ai eu la chance de travailler pendant 7 ans. Pendant ce séjour, je me suis intéressé à la masse des étoiles massives. Quand on dit étoile massive, au moins 10 masses solaires, mais jusqu'où cette masse peut aller? 200, 300, 500, 1000, ça c'était une question. Dans les théories, au début de l'astrophysique, on pensait qu'une étoile ne pouvait pas avoir une étoile supérieure à 60 masses solaires. Sinon, l'étoile ne reste pas stable, l'étoile devient instable, ça vibre et ça explose. Mais en tenant compte des effets sur des différents paramètres, ils ont trouvé qu'en réalité, on pouvait écarter cette possibilité d'explosion à cause des vibrations. Et donc, je dis, une étoile pouvait avoir toute masse qu'il peut avoir. Et il y a eu des astrophysiciens qui ont montré, qui ont au moins revendiqué qu'il y avait une étoile avec une masse plus que 1000 masses solaires. Ce que j'ai fait pendant que j'étais au Chili, j'ai pris une dizaine
d'étoiles dites très massives, supermassives, et en utilisant un moyen d'observation, c'était toujours le même télescope, mais nous avons pu trouver un moyen mathématique pour améliorer les images, parce que les images se détériorent à cause de l'atmosphère, de la turbulence atmosphérique. Et un gros télescope peut fonctionner comme un petit télescope si ce télescope se trouvait en dehors de l'atmosphère. Donc nous avons trouvé un moyen assez simple, mais c'était pour appliquer cette méthode pour améliorer ces images, restauration des images. Et dans tous ces exemples, considérés que c'était des étoiles de sans masse solaire, nous avons réussi à résoudre ces étoiles en plusieurs étoiles composantes qui étaient très proches l'une de l'autre, qu'on ne pouvait pas les séparer avec des moyens traditionnels. Et donc, ça, c'était un résultat qui a eu un retentissement partout, tout le monde a parlé dans les journaux d'Angleterre et tout ça. Et donc, ça a fait baisser, ça a cassé les étoiles. Mais, pour autant, la question n'est pas résolue. On se demande toujours jusqu'à quelle masse on peut avoir. Mais ce qui est certain, pas plus de 300 masses solaires, peut-être 150, mais 6 étoiles très massives existent. Ces étoiles ne vont pas durer comme le Soleil qui dure depuis 4 milliards, 5 milliards d'années. Ces étoiles, ce sont des étoiles très comment dirais-je, passagères. Elles vivent 2 millions, 3 millions d'années et disparaissent. Donc, et comme leur nombre est très restreint, donc on ne peut pas les voir. Elles sont cachées dans les nuages de poussière et tout ça. Et donc c'est un sujet sur lequel nous sommes encore en train de travailler. Donc au Chili, nous y avons passé des jours très heureux. En 1988, nous avons eu notre deuxième fille à Santiago. Lorsque nos deux petites ont eu l'âge d'aller à l'école, nous avons décidé de rentrer en France pour leur permettre de bénéficier d'un enseignement que nous voulions le meilleur possible pour préparer leur avenir. La première est devenue agrégée de littérature anglaise après avoir intégré l'école normale supérieure de Lyon, et la cadette est avocat spécialiste en droit pénal. Je suis très heureux qu'elles aient pu bénéficier des classes préparatoires, Sciences Po et autres grandes écoles de notre système éducatif que je considère comme l'un des plus aboutis au monde, même s'il est bien évidemment perfectible. Très heureux de vous l'entendre dire, monsieur. J'ai trop parlé et je dois bientôt m'arrêter. J'ai peu abordé des sujets purement astronomiques, car j'ai préféré vous parler de mon vécu personnel en supposant qu'il pourrait apporter des éléments de réflexion sur des sujets d'actualité politique et culturelle. Je viens d'une autre culture. La France m'a accueilli chaleureusement et m'a offert des possibilités pour travailler dans le domaine de mes rêves, l'astrophysique, et de m'épanouir. Il m'était impossible d'avoir ces possibilités dans mon pays natal. Et je ne suis pas seul. Dans ce cas, il y a des milliers de gens venus d'autres horizons qui ont, comme moi, bénéficié de la générosité de la France, et ils en sont reconnaissants, j'en suis certain. En venant d'une autre culture, j'ai gardé les bons aspects de ma culture d'origine. Par exemple, fêter le nouvel an iranien à l'équinoxe de printemps, lire de la poésie persane, écouter la musique traditionnelle. Je pense que ces éléments culturels sont un enrichissement pour la France, et nos amis français les apprécient. Il ne faut pas perdre de vue que chaque culture a des aspects moins recommandables. Par exemple, dans ma culture d'origine, les droits de l'homme et l'égalité homme-femme n'existaient pas. Étant garçon, j'avais dans ma famille un statut à part par rapport à mes sœurs. Dans ma culture d'origine, les frères commandaient leurs sœurs et décidaient pour elles. D'ailleurs, les droits de l'homme
et l'égalité des sexes n'a existé dans aucune autre culture traditionnelle. Ces droits ont été conçus en Europe grâce à la Renaissance et le siècle des Lumières. De la même façon que les sciences et les technologies modernes ont été inventées en Europe et toute l'humanité en profite. Ces deux sortes de progrès, d'un côté matériel et de l'autre côté spirituel, sont indissociables. On ne peut pas accepter la partie technologie et rejeter l'autre partie qui contient en fait l'âme du progrès. Les pays comme l'Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran acceptent de l'Occident sa science et technologie, mais essayent de refuser la partie accompagnatrice concernant les progrès et les libertés sociales. Ils pensent que ces progrès matériels modernes peuvent être mariés avec les règles d'une société tribale d'il y a plus de 1000 ans. Ceci est impossible et vain, car force est de constater que ces pays ne brillent pas par une moralisation de la société. Par ailleurs, la société française rend possible la coexistence pacifique et fraternelle de diverses cultures grâce à son principe de la laïcité. Le propre de la religion est de se considérer comme étant la seule détentrice de la vérité absolue, ce qui l'incite à s'imposer aux autres. Or, en l'absence d'un principe qui reconnaît le droit de toutes les religions sur le même pied d'égalité, la société serait en proie aux luttes interreligieuses destructives. Pour finir, vous voulez peut-être savoir qui je suis. Je suis un membre de la communauté humaine de la planète Terre, une planète fragile dont nous devons partager les ressources limitées. Nous sommes obligés de vivre ensemble. J'appartiens donc à la planète Terre et à l'humanité tout entière. Mais si vous voulez m'obliger à me prononcer plus en détail, je dirais que j'appartiens à la culture iranienne et j'en suis fier. Et en même temps à la culture française qui est si riche, si exceptionnelle et qui a tant donné à l'humanité. Je me battrai sans concession pour défendre ces valeurs universelles. Je suis touché par cet exposé extrêmement sincère et la conclusion bouleversante qui nous émeut tous. Je sais si des gens veulent vous poser des questions, c'est la curiosité de vous poser des questions. Vous n'avez pas parlé de votre dictionnaire. Parce que déjà c'était autre chose. On a encore un peu de temps. Oui. Là, je travaille sur le concept, je travaille sur un dictionnaire astronomique, dictionnaire des concepts astronomiques. L'idée initiale, c'était de faire un dictionnaire astronomique anglais-persan. Ça remonte à il y a une quarantaine d'années. Et après, je me suis dit, peut-être qu'il faut développer, mettre tous les concepts, même les concepts qu'on invente dans la recherche de tous les jours. Après, je me suis dit, qui va les lire en persan. J'ai décidé de le faire en anglais. De le faire en anglais, ça veut dire que c'est un dictionnaire qui contient tous les concepts. Ça veut dire, si il y a un concept qui n'existe pas dans ce dictionnaire, ça veut dire qu'il y a un problème. Il doit exister l'astronomie ancienne, l'astronomie actuelle, et pas seulement l'astronomie, la physique, les mathématiques, et toutes les sciences physiques. Donc, c'est un dictionnaire de formation des concepts. Il y a après, j'ai dit qu'il faut mettre le français également. C'est devenu un dictionnaire anglais, français, persan. Mais les explications sont en anglais, uniquement en anglais, mais c'est un dictionnaire étymologique. C'est-à-dire, pour les termes anglais, on explique d'où vient, la plupart du temps, ça vient du français, moins français, sauf les nouveaux concepts. Donc, mais dans beaucoup de cas, il y a des termes qui n'existaient pas en persan. C'est moi-même qui propose un terme, mais pour proposer, on ne peut pas
pour se proposer, pour dire pourquoi on a fait ça. Pourquoi je propose ça? Donc, en étudiant, disons, je suis exactement la même chose dont je parlais dans la terminologie européenne. Les Européens, ils sont allés chercher les racines, les affixes, préfixes, suffixes de grec, du latin, pour construire une langue artificielle qui est actuellement la langue, la terminologie scientifique. Je pensais il y a longtemps qu'on pouvait faire exactement la même chose avec le persan, avec les langues anciennes qui sont des langues indo-européennes. On peut suivre exactement la méthode développée par les Européens. Par exemple, l'arabe ne peut pas le faire parce que c'est une langue qui n'appartient pas à ce système, il y a un autre système. Donc les Européens, ils ont vraiment facilité le travail, il suffit d'aller trouver les bonnes racines et tout ça. Donc, ce dictionnaire a attiré l'attention de la communauté astronomique internationale et finalement nous avons constitué un groupe de travail qui travaille sur ce dictionnaire pour faire entrer tous les termes nouveaux, définir quel terme est nouveau. Et donc ça continue, vous pouvez accéder à ce dictionnaire, c'est en libre accès sur ce dictionnaire, sur le web. Y a-t-il des questions que vous voudriez particulièrement lui adresser? Je sais que peut-être vous auriez préféré que je parle plus de l'astronomie. Moi j'ai apprécié que vous intégriez les diverses questions théologico-politiques, biographiques. C'était un peu ma demande. Effectivement, on pouvait peut-être creuser un petit peu les questions astrologiques, astronomiques. Excusez-moi. Justement, on va faire une distinction. C'est peut-être très précis entre l'astrologie et l'astronomie. Mais bon, je la connais. Je pense que pour la curiosité du public, votre exposé qui nous parlait de l'Iran, qui nous parlait de votre culture, qui parlait de notre rencontre, de votre rencontre avec la France, et puis qui parlait de votre formation, c'était tout à fait ce qui convenait pour un public de néophytes. Peut-être que sinon ça aurait été peut-être un peu trop pointu, je ne sais pas. Donc c'est parfait, monsieur Derviche. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'il y a des questions. Attendez. Bonjour monsieur, vous avez parlé tout à l'heure de la religion et de la science. Alors je voudrais savoir, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez en fait, pourquoi la science n'a-t-elle pas fait disparaître la religion? Pourquoi la science doit faire disparaître la religion? Il y a un côté, une dimension dans l'homme, et je pense que l'homme a besoin de quelque chose. La culture, la religion fait partie de la culture, il y a quelque chose qui répond. Oui, la religion, ça ne me gêne pas. Quelqu'un est très heureux, content, dans la musique, lisant le livre. Le problème se pose quand, avec les croyances religieuses, on veut imposer ça, quelque chose aux autres. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, par exemple, sur la question de par exemple, géocentrisme. La religion disait que c'est la Terre qui est le centre de l'univers et tout ça. La science explique que non, c'est pas ça. Et maintenant, je pense qu'il y a eu une évolution dans la religion, surtout par les chrétiens. Ils peuvent très bien accepter ça et avoir leur interprétation. Pourquoi pas? Ça ne gêne pas. Ça, je pense que le but de la science n'est pas de repousser ou faire disparaître la religion, sauf sur des questions concrètes, quand la religion explique quelque chose qui n'est pas conforme avec la réalité scientifique, la religion, la science la prend de à l'heure. En
fait, c'est le sujet que je leur ai posé, M. Hédari, de dissertation. Alors, c'est bien parce que ça prouve quand même qu'ils font les ponts, les liens qu'il faut faire. Merci pour cette question. D'autres questions? Monsieur Roy. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'évolution actuelle de l'Iran et jusqu'où cette ouverture peut aller. Je pense que cette ouverture, c'était surtout pour supprimer les sanctions sur la question nucléaire. Et les Européens pensent que, contre ce qui s'est passé en Chine et ailleurs, que, par exemple, c'était un moyen d'ouverture, d'essayer de... Mais le problème, c'est que le président actuel, ce n'est pas lui qui décide. Ils l'ont laissé libre pour négocier avec les Occidentaux pour supprimer les sanctions, mais de là permettre, par exemple, aux industriels européens d'aller, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, tout est contrôlé par les gardiens de la révolution, l'industrie, tout ça, c'est eux qui gèrent tout. Donc, je pense que ça va être très très limité. Mais d'un autre côté, il y a les revendications de la population, surtout les femmes. Vraiment, ils veulent changer, ils revendiquent des choses. Mais tant que dans la Constitution, il n'y a pas l'égalité d'homme-femme, tant qu'une femme ne vaut pas la moitié d'un homme, on ne peut pas se satisfaire de dire par des mesures publicitaires, je dirais, des mesures. On n'est pas satisfait. Donc, à mon avis, c'est une bonne chose, parce que ça réduit les tensions, mais je ne pense pas que ça aille très vite. D'autres questions? Monsieur Balleret? Oui, dans le cadre des problèmes qui se posent entre la science et la religion, il y en a un qui est lié au développement de la science, et vous qui travaillez sur un infiniment grand, vous arrivez forcément, comme ceux d'ailleurs qui travaillent sur l'infiniment petit, à buter sur le problème de l'origine. Vous reculez avec vos appareils de plus en plus loin ce que vous pouvez voir, vous arrivez toujours par du Big Bang, de ce qu'il y a eu à l'origine, mais il y a toujours quelque chose avant. On bute sur cette origine. Déjà Voltaire, vous citiez Voltaire tout à l'heure, vous connaissez sûrement sa fameuse phrase « L'univers m'embarrasse, on peut songer qu'il y ait une horloge et qu'il n'y ait pas d'horloger ». Donc, comment vous, qui travaillez justement comme astronome, arrivez-vous à ce problème-là? Et comment arrivez-vous à le résoudre? Peut-on le résoudre? On ne peut pas résoudre. Jamais on pourra résoudre ce problème, parce qu'on repousse tout le temps, il n'y a pas de résolution, ça va rester toujours le problème de l'humanité. Parce que toujours on peut dire avant ça, qu'est-ce que c'était, qui a fait ça? Donc science ne peut pas répondre à cette question. Donc il peut y avoir, actuellement nous ne sommes pas à un stade scientifique de dire ce qui s'est passé. On repousse. On peut avoir des convictions personnelles. Bon, je pense que ça a été toujours comme ça. Donc il y a une éternité, c'est infini dans le temps et dans l'espace. Mais je peux répondre à votre question. Disons qu'on arrive à la conclusion qu'il y avait un créateur. C'était un créateur. Ça, c'est très mauvais pour les religieux, les gens qui croient, parce qu'à partir du moment où on définit le créateur, on peut le définir, déterminer ses paramètres, ce créateur est sorti du domaine religieux. Ça devient quelque chose de scientifique. Il y a ça, et même, disons que ce créateur, qui c'est ce créateur? C'est Dieu des musulmans, c'est Dieu des bouddhistes, c'est Dieu donc ça pose beaucoup de problèmes. Vous voulez dire qu'il faut vraiment bien maintenir distinctes les deux démarches, quoi. La foi d'une part et la raison de l'autre.
Lichnur, qui parlera cet après-midi. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre exposé. C'était vraiment très intéressant d'avoir le parallèle entre l'histoire avec un grand H et vos histoires à vous, l'histoire personnelle. C'était vraiment intéressant, merci beaucoup. Sur votre dictionnaire, j'ai une question. Sur l'équipe que vous avez réunie pour travailler sur ce dictionnaire, est-ce que c'est des physiciens, des astronomes qui travaillent dessus, ou est-ce qu'il y a aussi des linguistes, des philosophes? Parce que c'est des vraies questions, les questions linguistiques, le fait que ce soit en 3 langues, c'est vraiment passionnant. Quel genre de personnes vous avez réunies pour... Juste ici, la partie linguistique, malheureusement, c'est moi-même seulement. Donc, je connais un peu la linguistique également, les langues anciennes, mais non, pour le moment, c'est... Parce que la partie formation, nous ne formons pas des concepts. C'est-à-dire que nous prenons les concepts déjà formés par les astrophysiciens, les physiciens. La partie formation des concepts, c'est uniquement en persan. Je le fais moi-même. Il faut connaître le persan, les technologies. Donc, non, il n'y a pas de linguistique qui s'occupe de ça. Madame? Oui, je voudrais savoir si actuellement en Iran on occulte l'histoire ancienne ou on la modifie à l'avantage du régime actuel. Oui, on essaye, par exemple, les fêtes, il n'y a pas seulement Nowruz, il y a beaucoup de fêtes. Ils profitent de chaque occasion pour minimiser la fête. Par exemple, je trouve un saint, vraiment un saint de 3e degré, la mort de ce saint, si ça coïncide avec Nowruz, donc ça c'est le deuil national, il ne faut pas fêter, ils le font. Et surtout, par exemple, ils ne font pas assez d'efforts pour conserver, par exemple, des lieux comme Persépolis et des choses comme ça. D'ailleurs, ils ne font non plus d'efforts pour garder des mosquées, des choses, parce qu'il y a beaucoup de corruption. Tout se vend, il y a beaucoup de corruption. La culture n'est pas très respectée des aspects séculaires. Encore une question, on va bientôt conclure. Le micro. Moi, je voulais vraiment vous remercier beaucoup pour cet éclairage, je ne suis pas du tout physicienne, mais cet éclairage que vous nous avez donné sur l'histoire. Et moi j'ai été particulièrement intéressée parce que je vivais à Paris dans les années 60 et 70, et je me souviens très très précisément, c'était dans la foulée des événements de 68, et très peu de temps après, il y avait un mouvement pour l'accueil à Neauphle-le-Château de l'Ayatollah Khomeini. Et je me souviens, bon, moi j'avais pas une culture, mais je me souviens que j'avais été très inquiète de cet accueil qui avait été fait en France. Alors évidemment, c'était la foulée de 68, donc on pouvait comprendre. Mais il y avait une menace qu'on n'a pas du tout perçue en France. Parce que ça, il y avait la réunion de Guadeloupe, le président actuel, Giscard d'Estaing, avec les Américains, tout le monde, ils s'étaient mis d'accord pour soutenir les religieux. Ils pensaient que... Parce qu'eux aussi, ils mentaient, ils disaient, nous, on va faire la démocratie et tout ça. Mais c'était vraiment des conséquences. On va être obligé d'interrompre. Voilà, encore 2 questions d'élèves rapidement. Si on veut suivre notre emploi. Bonjour, ce serait pour savoir, est-ce que votre famille habite encore en Iran et comment elle ressent justement le poids du régime sur son quotidien? J'ai mon père, uniquement, qui vit en Iran avec 3 sœurs. Des sœurs qui elles ont toujours vécu là-bas. Bon, c'est très difficile, mais elles s'habituent. Elles s'habituent pour faire le voir. Bon, à l'intérieur de la maison, elles sont libres, mais c'est très difficile, surtout pour les femmes. Mais elles sont obligées. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Moi, j'ai une petite question aussi. Merci pour votre exposé
vraiment très intéressant. Et je pense notamment à la langue persane, dont vous aviez dit qu'elle allait résister à l'arabisation. Et une langue étant porteuse de culture et de pensée, comment est-ce que vous expliquez que la langue a résisté, mais que l'islamisation s'est faite des travaux du zoroastrisme? Question de poète. Jean-Christophe Belgaud. Ce qui est vers la fin de la dynastie sassanide, le zoroastrisme avait perdu de son importance. Et il y avait un développement de bouddhisme. On voit en Afghanistan les statues qui ont été détruites, et il y avait beaucoup. Et même au début, les résistants iraniens, les leaders, il y en avait beaucoup qui étaient des bouddhistes. Donc déjà le zoroastrisme avait perdu de son influence. Et quand une nouvelle religion est arrivée, l'islam, c'était plus facile de l'accepter. Donc, parce que vers la fin, le clergé zoroastrien, eux aussi, ils faisaient travail de méfiance. Vraiment, c'était pas la liberté totale. Il y avait plusieurs mouvements contre le clergé zoroastrien. Il y a, par exemple, Mazdak, c'était quelqu'un qui prêchait la communauté des biens pour tout le monde. Ça, c'est très intéressant. Et il y avait Mani, le manichéen de Mani, le prophète, il était un Iranien, lui aussi. Donc, Mani, les Mazda, ils l'ont tué, parce qu'ils disaient qu'ils voulaient faire des réformes dans les zoroastriennes. Donc, les fonds étaient préparés pour un changement. Mais malgré ça, ils ont ajouté leur touche culturelle à l'islam, parce que les Iraniens sont musulmans, après ils sont devenus chiites, ils ne sont pas sunnites. Donc il y avait tout ça, ces différences qui ont contribué à avoir un islam qui est différent. Par exemple, les poètes, ce soir on va parler de Hafez et tout ça, ils ont essayé, avec les mystiques, ils ont essayé d'adoucir les règles, les dogmatiques de la religion. Et quand les Européens ils ont un regard sur l'islam, ils intègrent tout ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est l'islam. Mais non, il y avait pas mal de douceurs de la culture perse qui étaient dedans, qui n'appartiennent pas originellement à l'islam. Comment est-ce que l'islam peut s'accommoder de quelqu'un comme Omar Khayyam, par exemple? Oui, c'est ça, oui. Et justement, on parlait ce soir, il s'appelle astronomie islamique. C'est tout à fait ridicule. Il n'était pas croyant. Ou par exemple, Razi, lui, il a des livres où il dit que les prophètes, ils sont tous des menteurs. Et il a un livre, la réfutation des religions. Il était complètement. Ils sont appelés islamiques. Pas croyant, mais appartenant quand même à ce qu'on appelle la culture d'islam. Vous ne seriez peut-être pas d'accord avec ce que disait Abdelwahab Medel, ce soir, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire la culture d'islam. Oui, les cultures d'islam. Disant que Medel parlait des cultures d'islam, il mettait un I majuscule, parce qu'il pense qu'il y a une grande richesse des cultures d'islam, et quand il voulait parler de la religion telle qu'on la connaît dans sa forme obscurantiste, on est l'islam, la religion. Culture d'islam, disons culture dans le monde musulman. Bon. Mais je pense qu'on parlera de ça ce soir. Entre Abdelnour Bidar et M. Hidari, je crois qu'il y aura peut-être des discussions autour de ça, puisque Abdelnour Bidar est tradition soufie, donc spiritualiste quand même. Alors, moi, ce qui m'a épaté, je vais conclure, c'est que vous avez remarqué, on peut parler de poésie, de géopolitique, d'astrophysique, et que sais-je avec M. Hidari. On pourrait rester des heures, et je suis sûr que vous êtes frustrés, parce qu'il y en a sûrement encore des questions à poser, mais l'heure du repas arrive, il y a des contraintes par rapport aux élèves. Vous avez remarqué que vous avez eu plein d'éléments pour faire des travaux de philosophie aussi. Hein, bon. Et il vous a fait un cours d'épistémologie au début. Alors, il m'a parlé de Karl Popper sans le nommer d'honneur, je crois. On en reparlera. Je voulais simplement, avant de vous laisser, remercier ceux que j'ai oublié de remercier dans le mouvement de départ.
Nous avons été très aidés par l'amicale des anciens et anciennes du groupement Saint-Cyr, je tiens chaleureusement à les remercier, ainsi que l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, qui nous ont bien aidés matériellement, financièrement. Et puis les collaborations habituelles avec les librairies, ici vous pourrez acheter des livres chez Madame Joanne de la librairie Agapé, il y aura aussi la librairie de Cyprien qui viendra dans le pays. On a été aidé par RCF, par Diazo qui vous a fait beaucoup de prospectus gratuits, un petit peu par la Banque Populaire, qu'on remercie le journal du Centre qui s'est manifesté un peu tardivement, mais qui nous a rendu un petit service. Merci un peu. Voilà, je voulais aussi remercier très chaleureusement Madame Hélène Chissereau pour son accueil. On a bien mangé chez elle hier soir. Et puis alors, ceux qui travaillent à mes côtés, là, mes compagnons, mon collègue et ami Vadim Daroucourt, que tout le monde connaît, Madame Saltel, Madame Aurélie Saltel et Béatrice Bonneville-Humaine, qui m'ont beaucoup aidé, ainsi que Isabelle Godin, l'indispensable cheville ouvrière dans tous les exercices d'accueil du public de quelque nature que ce soit. Merci, je vous laisse partir et je vous remercie encore, monsieur.